Il se passe des choses bien étranges au niveau de l'économie des pays occidentaux ces derniers temps. Et ces choses étranges, inédites, du jamais vu même dans l'histoire, sont à relier à mon dernier ouvrage, Le Mirage mondialiste, et à la précédente vidéo que j'ai publiée qui s'intitulait « Abolir la dette ou mourir ». J'y expliquais que la dette des pays occidentaux devenait désormais insoutenable et qu'il fallait absolument s'en libérer pour que les générations futures puissent évoluer dans une économie qui retrouve la prospérité. La situation actuelle est effectivement totalement inédite et je dirais même totalement incongrue. On vient en effet tout récemment d'avoir les chiffres de la récession des pays occidentaux en 2020. Alors pour la zone euro, la récession 2020 est de 6,8%. 8,3% pour la France, 8,8% pour l'Italie, 4% pour l'Allemagne, jusqu'à 11% pour l'Espagne. Les États-Unis sont en récession de 3,5%, la Grande-Bretagne de plus de 7%. Donc, c'est un effondrement qui est inconnu depuis des décennies et on retrouve des chiffres à peu près comparables. Lors de la grande récession de 1929, les chocs pétroliers, comme la crise des subprimes, n'avaient pas atteint de tels abysses en termes de récession économique. Mais pendant que les économies s'effondrent, eh bien il se passe une chose incroyable. Les bourses internationales, elles, non seulement ne connaissent pas la récession, mais vivent même une forme d'euphorie. Le CAC 40 n'est pas loin de ses niveaux d'avant la crise sanitaire. Le Dow Jones et le London Stock Exchange ont même battu tout récemment des records. Alors, au tout début de la crise sanitaire, les bourses, vous vous en rappelez, c'était l'année dernière, au mois de mars, se sont effondrées. Et puis elles se sont reprises en à peine quelques semaines. Elles ont retrouvé des niveaux voisins de ce qu'elles connaissaient avant. Et aujourd'hui, elles ne cessent d'évoluer à la hausse. Alors comment expliquer ce phénomène étrange? D'un côté, l'économie qui s'écroule, de l'autre côté, les bourses qui montent. Alors, certes, la hausse des cours boursiers est liée, entre autres, à celle des valeurs technologiques qui pèsent très lourd, en particulier sur le Nasdaq. Les valeurs technologiques, comme bien entendu le GAFA, mais bien d'autres valeurs du secteur, qui tirent les indices vers le haut, car toutes ces sociétés ont bien profité de la crise sanitaire, qui a catalysé ainsi une évolution vers une économie de plus en plus virtuelle, évolution qui était déjà entamée, mais qui aujourd'hui prend toute son ampleur. Mais néanmoins, ce ne sont pas les valeurs technologiques qui suffisent à elles seules à expliquer ce phénomène de distorsion. L'explication la plus convaincante tient dans la politique des banques centrales. Trois principales banques centrales occidentales, la Fed américaine, la BCE et la Banque d'Angleterre, qui toutes adoptent les mêmes politiques depuis des années, mais depuis un an en particulier. Et pourquoi c'est cette politique qui très probablement provoque la flambée des bourses? Eh bien, vous le voyez sur les graphiques, l'effondrement des bourses l'année dernière n'a pas duré, tout simplement parce que les politiques des banques centrales ont immédiatement embrayé et ont fait remonter les cours boursiers dès les premières annonces. Alors pourquoi? Depuis des années, en fait depuis 2012, la BCE, et la Fed également, mais la Fed le faisait même avant, ont lancé des programmes qu'on appelle quantitative easing, assouplissement quantitatif en français. Et ces programmes, ce sont des rachats massifs des dettes souveraines des États les plus endettés d'Europe, Italie, France, Espagne, Grèce. Ces rachats de dettes, en fait, par la Banque centrale, servent à éloigner les titres de bons du Trésor des risques de spéculation qui peuvent s'abattre sur eux à tout moment et qui feraient grimper exagérément les taux d'intérêt et plongeraient dès lors ces économies en situation de faillite, puisque le poids aujourd'hui des taux d'intérêt est important, vous le savez. En France, la totalité des taux d'intérêt payés par notre pays est à peine couverte par les taxes immobilières. Donc, si vous voulez, tous ces pays risquent aujourd'hui la faillite si les taux venaient à flamber. Et les rachats massifs par la Banque centrale permettent d'isoler les bons du Trésor d'une spéculation qui serait mortifère. Par ailleurs, les taux directeurs de la BCE sont très bas.
depuis la fin de l'année 2019, ils sont même parfois négatifs. C'est une situation complètement incongrue, là aussi complètement inédite, de ces pays qui empruntent à taux négatif, c'est-à-dire qu'on les paye pour qu'elles prennent de l'argent. Depuis la crise sanitaire, cette politique des banques centrales a été intensifiée. Et depuis l'année dernière, ce sont plus de 1900 milliards d'euros qui ont été accordés aux États pour soutenir leur économie défaillante. Tout ceci se fait en totale contravention avec les statuts de la BCE qui prévoient très précisément que la Banque centrale n'est pas autorisée à financer directement les États. C'est totalement prohibé par les statuts de la BCE. Mais la BCE ruse, parce qu'en fait, elle passe par les banques pour acheter les titres de dette. Donc, cet argent, qui est de l'argent fabriqué tout simplement par la Banque centrale, est retraité, il passe par les banques et par les marchés financiers avant même de financer les États. Et c'est pour cela que vous n'avez pas d'inflation, alors que normalement, quand, je dirais, il y a des émissions massives de liquidités dans l'économie, le risque principal et l'effet principal, c'est l'inflation, c'est-à-dire on constate une hausse des prix quasi immédiate. Ce fléau ne se manifeste pas en ce moment. Ce n'est pas le cas. Depuis un an, on ne voit pas d'inflation. En tout cas, nous, citoyens lambda, ne constatons pas d'inflation dans notre vie quotidienne. Et pourtant, inflation, il y a. Mais cette inflation n'est pas diffusée à l'ensemble de l'économie. Elle se concentre sur les actifs financiers. Obligations, actions et les actifs immobiliers les plus intéressants d'un point de vue spéculatif et d'un point de vue patrimonial. Comme ces titres de dette et toutes ces injections de liquidités sont retraitées par les marchés, eh bien, elles se reportent tout de suite sur des actifs financiers, elles fuient les bons du trésor qui ne rapportent pas assez, puisque aujourd'hui, tout est fait pour maintenir les taux que rapportent ces bons du trésor à un niveau très bas. Donc, tout se porte sur les actions, les obligations et les actifs immobiliers. C'est donc la sphère financière. En gros, les grandes fortunes mondiales, les grandes multinationales, les grandes banques, les fonds de pension américains, qui engrangent les principaux bénéfices de cette politique, sachant que le nombre de petits actionnaires dans nos pays sont extrêmement minoritaires. Il y a à peu près 3 millions de petits actionnaires en France. Pendant ce temps, toute la superclasse mondiale engrange des profits considérables, du jamais vu, et en même temps, l'économie réelle peine à se maintenir à flot, elle peine même à survivre, elle est en apnée, et elle est en apnée sous les coups, il faut bien le dire, de politiques sanitaires du gouvernement que certains aujourd'hui commencent à trouver exagérées, en particulier dans le prolongement dans le temps. Parce qu'à côté de cela, la BCE, on vient de le voir, aide massivement les États, mais elle aide également massivement les banques, et ça on en parle moins. Ces banques qui sont en difficulté à cause de la politique de taux bas, voire négatifs, qui leur font évaporer leurs marges sur les activités de crédit. Pour pallier à cela, la BCE leur permet désormais d'emprunter à un taux inférieur de 500 points de base au taux de base qui est lui d'environ moins 0,5%. Donc concrètement aujourd'hui les banques empruntent à moins 1%, donc elles sont payées pour recevoir l'argent de la BCE, et donc c'est de cette manière-là, par ce subterfuge, qu'elles peuvent maintenir des activités de crédit encore rentables, malgré, je dirais, cette situation de taux négatif qui les pénalise également lourdement. En plus de ça, la BCE leur prête de l'argent à 3 mois, 1 an, jusqu'à 3 ans, alors qu'il y a 10 ans, elle ne prêtait quasiment que sur des délais à très court terme. Donc, les banques sont totalement sécurisées. On organise et leur rentabilité et leur sécurisation sur des années. Elles sont donc de plus en plus tranquillisées par la politique de la Banque Centrale Européenne. Et elles peuvent maintenir à flot leurs activités de crédit. Là encore, on nous explique que c'est pour sauver une économie réelle qui a besoin de crédit actuellement, qui a besoin de liquidité pour se sauver. Donc tout ceci participe bien entendu à la flambée des bourses, alors qu'encore une fois, l'économie réelle, elle, s'effondre.
Alors bien sûr, tout se passe évidemment sous le couvert du sauvetage de l'économie des pays occidentaux, des entreprises, petites, moyennes, grandes. On nous explique que sans cela, tout s'effondrerait. Mais tout ceci se fait à coup de création monétaire gigantesque, des dettes massives, un maintien en survie totalement artificiel de nos économies, qui est entretenu par, je dirais, la sphère financière, et qui est entretenu jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Parce qu'il est bien évident que l'émission massive de monnaie, à terme, provoquera inévitablement une perte de confiance dans la monnaie européenne, ou dans le dollar. Surtout, ce plan a profité essentiellement, on vient de le voir, à ceux qui détiennent l'essentiel des actifs, du capital, grandes banques, grandes entreprises, fonds de pension. La sphère financière était déjà, avant toutes ces politiques, hypertrophiée. Selon certains économistes, en fait, elle est hypertrophiée d'environ 25% dans ses activités par rapport aux besoins de l'économie réelle. Ça, c'était avant la crise sanitaire. Avec tout ce qui s'est passé et avec cette politique des banques centrales, on imagine ce qu'il en est aujourd'hui, la bulle financière ne cesse de gonfler, ne cesse de prendre de l'importance et commence à étouffer l'ensemble de l'économie réelle, parce qu'il est bien évident que les gens voyant que les bourses ne cessent de monter quoi qu'il arrive, alors que pendant ce temps, eh bien, tous les investissements directs, qu'ils soient industriels, commerciaux, dans les services et autres, rapportent moins et présentent des risques importants, il est bien évident que, vous savez, l'argent va là où il rapporte le plus. Et donc, il y a un phénomène d'entraînement où la sphère financière alimente, je dirais, son hypertrophie, au détriment d'une économie réelle qui, elle, est de plus en plus délaissée, si ce n'est les aides que lui accordent les États et les banques centrales. Alors, au point où on en est, au risque de me faire traiter une fois de plus de complotiste, mais enfin, j'en ai l'habitude ces derniers temps, je n'hésite pas aujourd'hui à corréler cette politique que je viens vous décrire avec des mesures sanitaires gouvernementales en France, mais dans la plupart des pays occidentaux, qui font peser sur l'économie réelle les petits commerçants, les commerçants d'ailleurs en général, les restaurateurs, les cafés, les hôtels, les taxis et plein d'autres activités de notre quotidien, eh bien, ce sont ces secteurs-là qui supportent aujourd'hui l'essentiel du poids financier de la pandémie et de la crise sanitaire. Essentiellement, ces secteurs-là, c'est-à-dire un secteur qui concerne classe moyenne et classe moyenne supérieure. Ce sont elles qui sont plumées par les mesures sanitaires de la plupart des gouvernements. Pendant que les gouvernements maintiennent sous l'eau les petites entreprises depuis maintenant 1 an, les grands groupes s'enrichissent massivement et je dirais même éhontément. Demain, ils ramasseront très probablement, et à moindre frais, à la casse, les lambeaux d'une économie réelle en ruine. Combien de commerçants, combien d'indépendants, combien d'artisans, combien de professions libérales devront vendre leurs fonds de commerce? Combien devront se séparer de leur maison, de leur habitation, de leur appartement, de leur placement? Derrière cette opération de sauvetage, entre guillemets, se cache en réalité un transfert massif du patrimoine et des activités vers les sommets de la pyramide mondiale, avec le soutien puissant, massif et conscient des banques centrales. Aujourd'hui, on a suffisamment de recul pour s'en rendre compte et pour remédier à cela, si on le voulait. Non seulement on ne remédie pas, mais on prolonge ces politiques, puisque ces politiques de quantitative easing ont été annoncées pour se prolonger jusqu'en 2022. Donc, premièrement, volonté de capter le patrimoine des classes moyennes, et en particulier des classes moyennes supérieures. Mais aussi, se cache derrière cela, et on le voit de plus en plus, la mise au pas des États. Tous surendettés, ils sont soumis encore un peu plus au diktat de l'affaire financière. La soumission des États à cette sphère financière était déjà à un stade très avancé avant la crise du Covid. Sinon, comment expliquer l'adoption en août 2015 par le Parlement européen et sa ratification par les parlements nationaux, dont la France en août 2017, dès l'arrivée de M. Macron, de la fameuse directive BRRD. Cette directive BRRD permet aux banques de se renflouer
en puisant dans l'épargne des clients. En cas de difficulté, il suffit de déclencher un processus de sauvegarde. Et les banques peuvent se servir, au-delà de 100 000 € sur l'épargne des clients. Ce système a déjà été testé à Chypre en 2011, lors de la première crise des subprimes. Et voilà maintenant qu'il est en mesure de s'appliquer dans n'importe quel pays européen. Alors la question qu'il faut se poser, le Parlement européen, ce sont bien les élus du peuple. Le Parlement français, qui a ratifié cette directive, ce sont bien nos élus. Comment des élus du peuple peuvent-ils accepter une loi pareille qui favorise à ce point les intérêts des banques? Et le tout, vous observerez, c'est passé au mois d'août, pendant que les gens sont en vacances. Très peu relayé par les médias, si ce n'est les médias spécialisés. Donc, je ne peux expliquer ce type de loi que par la soumission, aujourd'hui, des États à la sphère financière, tout simplement parce que nos États surendettés ne survivraient pas à des conditions de refinancement durcies par les banques qui, par ce biais-là, et par cette forme de chantage, peuvent imposer n'importe quoi aux États. Avec ces directives, le monde de la finance est désormais protégé de tous les risques qu'il encourt et qu'il pratique carrément en jonglant à longueur de journée dans une spéculation folle et échevelée. Les banques centrales, les contribuables et maintenant les épargnants épongeront les pertes d'une spéculation qui finirait à volo, comme en général elle finit toujours. Il y a des cycles, je dirais, du capitalisme qui font que une spéculation excessive finit toujours par se traduire par un crack. Et bien là, le crack, c'est l'ensemble de la société qui va le payer et non pas les principaux responsables. Mais depuis quelques semaines, il s'est passé encore quelque chose d'incroyable, qui devrait vraiment nous mettre la puce à l'oreille sur la situation. Ce qui vient de se passer, c'est les événements politiques récents en Italie. Italie qui, je vous le rappelle, est aujourd'hui le pays le plus endetté d'Europe, avec une dette qui représente 158% du PIB, c'est-à-dire plus d'1 an et demi de production nationale. Alors, je voudrais revenir un petit peu en arrière. En septembre 2020, j'ai été amené à m'exprimer devant les cadres du Rassemblement national lors des universités d'été de Fréjus. Et j'expliquais alors que l'Italie pourrait solliciter rapidement un abandon partiel de sa dette souveraine auprès de la BCE. Et vous pouvez retrouver l'intégralité de mon allocution sur mon compte Facebook en date du mois de septembre. Très vite, l'Italie a bien demandé une exonération partielle, un abandon partiel de sa dette vis-à-vis de les BCE. Elle l'a fait par le biais du secrétaire d'État à la présidence de conseil, c'est-à-dire le principal collaborateur du président de conseil de l'époque au mois de décembre. C'était encore Monsieur Conté du mouvement 5 étoiles. Donc en décembre, l'Italie demande des abandons de dette souveraine. Mais que s'est-il passé depuis? Mais M. Conté, comme de bien entendu, a été chassé du pouvoir par un mouvement de palais orchestré et fomenté par Matteo Renzi et son micro-parti, parti dissident du Parti démocrate, centre-gauche, c'est-à-dire un petit peu l'équivalent du Macron italien. Et subitement, c'est M. Draghi qui a été propulsé à la tête du gouvernement, qui est devenu le nouveau président du Conseil. Donc, il faut vous rappeler que c'est le Parlement qui est issu du vote des urnes de mars 2018 qui donnait vraiment une très large majorité aux principaux partis populistes, Mouvement 5 étoiles, la Ligue du Nord. C'est ce même Parlement qui vient de propulser donc M. Draghi à la tête du pays, c'est-à-dire M. Draghi, l'antithèse complète, je dirais, du populisme qui avait été, en 2018, porté au nu par les électeurs. Alors, M. Draghi, c'est qui? Pour ceux qui s'en souviennent, il a été vice-président de Goldman Sachs Europe. Ensuite, il a été gouverneur de la Banque d'Italie, et puis gouverneur de la BCE. Et c'est d'ailleurs lui-même qui a inventé cette politique de quantitative easing qu'il a lancée, ce que se refusait à faire jusqu'à présent Jean-Claude Trichet, son prédécesseur. Et donc il a mené une politique totalement hétérodoxe, toujours au motif de sauver les États
défaillants et les plus à risque. Et c'est cette même personne qui se retrouve aujourd'hui à la tête de la troisième économie d'Europe, l'Italie. Donc je résume la situation. M. Macron de Rothschild est en France. M. Draghi de la Goldman Sachs en Italie. Donc, dans deux des principales économies de la zone euro, ce sont les banquiers qui ont pris le pouvoir. Et ces deux pays, comme de juste, sont les pays les plus endettés, Italie et France. Plus question désormais de parler d'abandon de dette souveraine, de financer essentiellement l'économie réelle. Il faudra rembourser jusqu'au dernier centime et Garaki voudra s'opposer à la mise au pas des nations. Et d'ailleurs, Madame Lagarde, au lendemain de l'avènement de M. Draghi, a bien précisé qu'il était hors de question qu'il y ait le moindre abandon de dette souveraine par la BCE, pour bien appuyer et pour bien montrer qu'en fait, cette désignation de M. Draghi correspondait en fait à une mesure de rétorsion pour remettre l'Italie au pas. Les banquiers ont donc pris le pouvoir à visage découvert. Ils ne se cachent même plus jusqu'à présent. Ils étaient obligés, si vous voulez, de rester dans l'ombre, ils ne voulaient pas trop se montrer. La pression populiste fait certainement qu'aujourd'hui, ils sont obligés de prendre les devants et de sortir du bois, et carrément de s'afficher comme, aujourd'hui, les maîtres du jeu dans deux des pays les plus importants d'Europe. Et le tout, vous l'observerez, dans un silence assourdissant des médias. Personne ne parle quand même de cette chose étrange. Deux anciens banquiers issus de banques d'affaires et de banques centrales importantes se retrouvent à la tête des deux pays les plus endettés d'Europe. Ça devrait quand même interpeller, il devrait y avoir des débats. Les commentateurs devraient quand même réagir, ou au moins se poser des questions. Mais pas du tout. Le questionnement, la réflexion, c'est l'apanage aujourd'hui de ceux qu'on appelle les complotistes. Les autres trouvent que tout est normal et que tout va bien, il n'y a rien à en redire. C'est pour ça que je vous dis, le grand reset est en marche. Il est en marche. Quel est le grand reset? C'est la prise du pouvoir par les banquiers, la captation de notre patrimoine et de nos activités par la sphère financière et le transfert, si vous voulez, des activités et des fonds vers l'élite mondiale, la super-élite mondiale. Il va donc falloir aujourd'hui réagir et nous défendre pour empêcher ce qui serait l'irréparable, la fin de nos souverainetés, la fin de nos démocraties, la fin de notre indépendance et même la fin de nos patrimoines individuels. Le risque aujourd'hui est grand, il est de plus en plus visible. Il va falloir très rapidement que les peuples reprennent leur destin en main.